C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'Union africaine. Mes trois invités sont toujours avec moi, le prêtre catholique Marcel Etouamina, Emmanuel Okamba, professeur d'université qui enseigne les sciences de gestion, et Moustapha Dramé, vous êtes consultant en communication. Merci. Merci à vous trois. Après l'indignation et la vague de condamnation des marchés d'esclaves en Libye, où en est-on aujourd'hui? Qu'est-ce qui a véritablement changé? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signée Ibrahima Diouma-Ba, et la problématique a été au cœur du 30e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé ce 29 janvier. Depuis quelques années, le fléau de l'immigration clandestine occupe les débats entre les autorités africaines et leurs partenaires, notamment européens. En 2017, la révélation de l'esclavage qui entoure le trafic de migrants en Libye avait suscité une vague d'indignation et de condamnation. Lors du sommet Afrique-Europe en novembre 2017 à Abidjan, l'Union africaine avait annoncé des mesures pour endiguer ce phénomène. En partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'UA a mis en œuvre un plan d'évacuation des migrants. À ce jour, plusieurs milliers d'Africains ont été rapatriés de Libye. D'autres défis s'invitent au débat selon certains spécialistes. Les défis immédiats, c'est de savoir qu'il y a plus de migrants africains qui circulent en intérieur en Afrique qu'à l'étranger. Le premier défi, c'est un défi de construction. Sur 10 migrants, par exemple, les 7 circulent à l'intérieur de l'Afrique. Autre élément comme défi, c'est qu'il y a d'autres éléments qui peuvent influer et qui ont déjà influé sur les mobilités des populations africaines. C'est par exemple la question du changement climatique. Moi, je crois que c'est un élément à prendre en compte. Comment ces transformations, ces variations environnementales influent déjà et vont continuer à influer sur le quotidien des populations africaines. Dans la foulée du sommet Afrique-Europe, le Maroc avait manifesté son soutien à l'Union africaine pour le rapatriement des migrants vers leur pays d'origine. Le Rwanda, pour sa part, avait décidé d'accueillir ceux qui ne désiraient pas rentrer chez eux. Avec l'Europe, une task force a été décidée pour lutter contre le financement des réseaux de trafiquants à court, moyen et long terme. La société civile africaine appelle les autorités à mettre en œuvre des politiques de création d'emplois pour fixer les jeunes sur le continent. C'est au lendemain du dialogue de haut niveau sur les migrations que le système des Nations Unies s'est entendu sur un certain nombre de conclusions, parmi lesquelles évoluer progressivement pour l'année 2018 vers ce qu'on appelle des migrations sûres, régulières et ordonnées. Donc il s'agit de répondre à une question qui aujourd'hui est au cœur de la problématique du développement. La migration est une question centrale, non seulement du développement, mais de la coopération internationale. Et ce besoin de dialogue, cette conviction que le dialogue autour des questions de migration est porteur d'effets bénéfiques, a donné lieu à un certain nombre d'initiatives. Lors de son 28e sommet, l'Union africaine avait chargé le roi du Maroc, Mohamed VI, de proposer une feuille de route sur l'immigration. Présentée aux autorités en marge du 30e sommet de l'organisation à Addis Abeba ce 29 janvier 2018, ce document constituera le fondement de la politique migratoire de l'Union africaine. Alors, le Maroc a effectivement présenté ce 29 janvier au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie un document cadre qui va servir de feuille de route continentale pour les chefs d'État quant à la gestion des flux migratoires sur le continent. Alors, il y a quelques semaines, on s'est indigné des marchés d'esclaves en Libye. Où en est-on aujourd'hui? Quel regard portez-vous sur l'action des chefs d'État du continent? On nous apprend que plus de 12 000 migrants ont quand même été rapatriés de la Libye. Moustapha Dramé. Ce sujet est terrible. Oui. Ce sujet est terrible parce qu'en dehors de ces images, on avait déjà vécu des réalités sur les conditions de déplacement de ces migrants. Ce sujet est terrible parce que ça fait mal. Ce sujet est terrible parce que, hélas, les pays africains n'ont pas pour l'instant une politique nationale de migration ou même d'immigration. Ils n'en ont pas, les pays africains. Comment, en n'ayant pas une politique nationale, peut-on avoir une politique continentale?
Mais quand vous dites ça, politique nationale, Moustapha Dramé, expliquez concrètement, ça va consister à quoi? Puisqu'à côté, on a aussi le droit d'aller et de venir, le droit de circulation. Très bien. On va contrôler la sortie des citoyens du territoire, c'est ça? On peut respecter le droit d'aller et venir, mais surtout, c'est comment faire pour fixer ces jeunes sur leur territoire. C'est la pauvreté, c'est l'emploi, c'est le chômage, pardon, c'est les petits soucis familiaux. Disons, tout ce que le développement industriel, le développement économique a produit comme cortège négatif, c'est ça qui pousse ces gens à aller chercher de l'espoir ailleurs. Or, un État qui n'a pas la possibilité de proposer quelque chose à sa jeunesse laisse la liberté à d'autres États qui les accueillent de leur proposer ce qu'ils ont envie de leur proposer, avec leurs lois, avec leurs conditions, avec leur façon de faire, avec leur inhumanisme tel qu'on a vu en Libye. Donc, il faut que dans nos pays, on trouve des solutions pour fixer ces pays. Dans l'agriculture, dans les autres secteurs de la vie, il y a même des diplômés qui prennent le bateau. Bien sûr. Par désespoir, pour aller trouver l'espoir ailleurs. Et cet espoir, on sait comment on le vit ici, nous qui sommes en France, par exemple. Et on sait comment ça se passe en Italie, en Grèce, en Turquie. Tout le monde sait comment ça se passe. Donc, en réalité, tous coupables. Tous coupables, dites-vous. Alors, les discours tenus ces dernières semaines sont-ils à la hauteur de l'enjeu? On a entendu des analyses, mais parfois poignantes, qui disent il y a quelques siècles, on allait en Afrique chercher des gens de force, les mettre dans des paquebots et les emmener vers les Amériques. Aujourd'hui, ce sont les Africains eux-mêmes qui volontairement viennent à bord d'embarcations de fortune et pour qui se noyer dans la mer, pour d'autres encore se laisser capturer en esclaves. Ça traduit quoi finalement? Comment vous, l'intellectuel africain que vous êtes, vit cette situation où des siècles après, on voit un phénomène plus dramatique encore que ce qu'on a vécu il y a des siècles? Les faits. S'il vous plaît. 32 millions de migrants africains dans le monde. Environ 13,4% des migrations au niveau mondial. Oui. De tous les temps, tous les peuples du monde migrent. Oui. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, ce qui est nouveau, aller se noyer dans la Méditerranée, c'est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur. C'est l'ampleur, oui. Alors, ces migrations se passent où? D'abord, majoritairement en Afrique, inter-Afrique. C'est très marginal, les Africains qui vont en Europe. On est d'accord. C'est 9 millions sur les 32. Oui. OK, 4 millions qui vont en Asie. Oui. Donc, mais là, on parle de 9 millions, M. Okamba. Alors, là, maintenant, dans ces 9 millions qui viennent en Occident... Et en l'occurrence, la proportion qui va illégalement. Hein, voilà. Pas... Alors, la proportion qui va illégalement, c'est 132 000 clandestins par an. Oui, c'est beaucoup. Ceux qui quittent l'Afrique et qui sont généralement jeunes, instruits pour la plupart. Oui, bien sûr. Alors, c'est là le drame. Oui. Ça, c'est un drame. Ça, c'est l'échec même de nos chefs d'État qui n'ont pas su proposer à leur jeunesse l'emploi qu'il faut, les moyens de les occuper. D'accord. Mais ça, c'est le discours habituel. Ça, c'est le diagnostic habituel. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait tout de suite pour ceux qui sont partis, qui sont là, en train de mourir dans le désert? Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Il y a, en décembre, le 6 décembre dernier, l'Union africaine avait demandé à ce que 20 000 migrants africains qui sont donc en Libye soient rapatriés dans les 6 semaines. Oui. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a eu 13 000, ce qui veut dire qu'il y a encore à peu près 7 000 qui traînent encore. Oui. Là aussi, c'est un drame, parce qu'on devrait rapatrier tous ceux qui étaient identifiés le plus rapidement possible. Et si ça traîne, c'est que ça nous montre quand même un problème. Ce sont nos frères, ce sont nos fils, ce sont nos neveux. Ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs. Et ça se passe sur le continent africain. En Afrique, même si ça se passe en Libye, mais c'est en Afrique. C'est inacceptable. Les chefs d'État doivent faire de tout leur mieux
quitte à faire des avions, l'Union africaine doit à organiser des rotations d'avions de façon à ce que tout ce monde soit rapatrié et qu'ils reçoivent chez eux. Comment les retrouver où ils sont? Ce n'est pas des gens qui sont entreposés quelque part avec une adresse précise. Il paraît qu'il y a quelques foyers où on peut les identifier. D'accord. Ils sont identifiables quand même. On les a retrouvés. Nous avons un prêtre catholique avec nous. Comment vous, l'homme de Dieu que vous êtes, vous vivez cette situation dramatique qui frappe le continent? Abbé Touamina. D'abord, ceux qui sont auteurs de cette pratique ont enfreint ce que préconisait déjà le pape Jean XXIII dans son encyclique Pacem in Terris, paix sur la terre, où il préconisait que les pays qui peuvent accueillir ceux qui ne peuvent pas trouver un emploi, cet emploi-là chez eux et qui veulent aller ailleurs, leur accordent bien un bon accueil. Ici, il s'agit même de migration illégale. Oui. Alors, la grande question pour moi, comment je vis cela, d'abord, ce n'est pas seulement pour le rapatriement. Le rapatriement doit se faire parce qu'ils sont en danger de mort. Mais il y a aussi, je ne sais pas, peut-être je serai en retard d'information. Si je suis en retard d'information, alors je demanderai qu'on insiste encore davantage sur quelles sont les dispositions sur la Libye. C'est-à-dire que sur les auteurs de cette pratique-là, en ce siècle-ci. En plus, retournons encore, cela ne se fait pas seulement en Libye. Même dans nos propres pays aussi, ces pratiques-là, on doit y mettre fin. Alors, en plus de cela, j'avancerai, je pense, puisqu'ils ont bien insisté, tous coupables, très bien. Ils ont bien insisté sur ce qui est à la base de ces sorties-là, manque d'emploi, pauvreté, ainsi de suite. Eh bien, d'où cela vient-il? Il est beau que les Occidentaux arrêtent de nous imposer des dirigeants. D'accord. Je pense que quelqu'un qui n'a jamais pigé la règle de 3 simples à l'école primaire, vous nous l'imposez pour venir gérer plusieurs règles de 3 composées à la fois. Alors, où allons-nous en finir? Abbé, excusez-moi, la précision de ma question, vous êtes congolais, vous êtes de la RDC, votre président n'a pas été imposé par des dirigeants occidentaux. Chez nous, le président a été tout le temps imposé. C'est-à-dire que si vous regardez, j'ai même écrit un article après les élections dernière, j'ai écrit « Réponse aux détracteurs du cardinal Monsengo ». D'accord. Le cardinal, ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'il souffre. C'est un martyr. On ne va pas transposer la situation politique congolaise dans notre émission sur l'Union africaine. On reviendra dans à d'autres occasions sur la question politique interne. Puisque vous avez posé la question. C'est vrai, la RDC, d'accord, j'attendrai. Ma réponse, Moustapha Dramé, il y a quelque chose d'autre psychologique qu'il faut qu'on comprenne dans cette émission. Ce sera peut-être le dernier point, c'est qu'on s'est indigné, il y a une vague d'indignation. On a manifesté devant le consulat de la Libye et à Paris, et dans certaines capitales européennes, on a manifesté. Et puis après, tout ce mouvement s'est estompé sans même que véritablement rien n'ait changé, ni aux causes, ni aux effets. Ben là, c'est un exemple parfait de ce que les Africains sont capables ou ne sont pas capables de faire. C'est un exemple parfait. Le monde entier s'est indigné. Condamnation des chefs d'État africains. On a fait ceci, et puis après, plus rien, justement. C'est parce qu'ils n'ont rien à proposer. C'est ça la vérité. Ils n'ont pas de solution, les chefs d'État africains n'ont pas de solution par rapport à ce problème qui les dépasse. Parce que s'ils avaient des solutions, ils empêcheraient d'abord les causes qui les poussent à venir. Ils trouveraient des solutions de fixation dans nos pays et enfin, ils trouveraient des solutions de rapatriement des immigrés qui ont réussi et qui veulent investir dans leur pays. Et ça, dans ces 3 domaines-là, ils ont failli complètement. Par exemple,
pour les retours au pays, pour les immigrés qui sont là, qui ont réussi. Oui. Mais même les fonds qui leur sont alloués sont des fonds politisés. Ce n'est pas en fonction des compétences et des activités qu'on veut créer, mais ce sont des fonds qui sont alloués parce qu'on est du même parti politique. Et la masse des enfants, des jeunes qui voient ça, malheureusement, et qui n'en bénéficient pas, que voudrez-vous qu'ils fassent? Ils vont tenter leur chance sur l'océan et l'océan les engloutit. Mais, Richard, il y a quand même un autre problème. S'il vous plaît. Ça, c'est très important. Oui. Nous qui sommes là, les immigrés qui sont là, il faut qu'ils fassent leur prise de conscience. Parce qu'il y a ce que moi j'appelle les effets de démonstration-imitation. Ça veut dire quoi? Il y a plein parmi nous qui galèrent ici, qui ne réussissent pas, qui ont des difficultés, qui économisent un peu d'argent et qui vont au pays, ils se montrent comme des rois là-bas. Ils se montrent comme des princes, ils font ce qu'on appelle le grand boucan. Quand les jeunes voient ça, ça les incite à partir. Donc il faudrait que les émigrés qui ont réussi et qui sont là, ou même qui n'ont pas réussi, mais qui partent en vacances, fassent un peu leur mea culpa dans leur façon d'étaler leur richesse vis-à-vis et en face de ces jeunes-là. Parce que ça fait un effet boomerang. Merci. Merci Moustapha Dramé, consultant en communication. Merci d'avoir participé à cette émission. Emmanuel Okamba, professeur d'université, vous enseignez les sciences de gestion à l'université Marne-la-Vallée en France. Merci à vous. Et merci également, Richard. et l'homme de Dieu, Abbé Marcel et Touamina, merci à vous également d'avoir participé à cette émission. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci bien. Merci. Merci.